Mesdames et messieurs, bienvenue à vous pour un nouvel épisode du Vendredi Salon. Mesdames et messieurs, le monde est en train de tourner, de chambouler, d'être complètement refait. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, de par cela, nous sommes à 5 jours de l'élection, à 6 jours plutôt, de l'élection de Donald Trump, le président élu des États-Unis. L'inauguration, en fait, de Donald Trump. Et c'est pour cette raison qu'on a entendu dans les nouvelles, ces jours-là, beaucoup de chamboulements dans la scène mondiale, dans la scène globale. Surtout quand il s'agit aux questions de souveraineté et cette alliance entre les Canadiens et les Américains qui, à cause de cette nouvelle administration de Trump, va être remis en question. Très, très intéressant. Donc, on peut voir que Donald Trump a décidé de mettre un deal sur la table comme quoi il voudrait racheter le Canada, il voudrait annexer le Canada, il voudrait racheter Le canal de Panama. le canal de Paname, il voudrait acheter Greenland, il voudrait Renommer le golfe de Mexique, le golfe de l'Amérique, le golfe par de l'Amérique. exemple. Bien sûr, il voudrait faire de ces zones des zones internationales. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc, pour comprendre cela, il faut un peu revenir en arrière, il faut comprendre le contexte. C'est très important de comprendre le contexte, parce que si on ne comprend pas le contexte et les apports et les intérêts géostratégiques, on ne peut pas comprendre comment ces leaders mondiaux pensent. Exactement, et en fin de compte, le présent, c'est tout simplement une réverbération de la passé. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, de par cela, nous allons vous donner un peu de contexte historique pour avoir une analyse assidue de la situation actuelle. Donc, de par là, je voudrais revenir, bien sûr, à l'origine. Pourquoi est-ce que les Européens, déjà, ont découvert... Oui. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que les Européens, Exactement. tout d'abord, ont découvert ces terres? Voilà. Qu'est-ce qui a motivé les Européens de faire cette voyage transatlantique? Pour quel but? Pour quelle raison? Et alors, nous sommes dans une époque de mercantilisme. C'est une des époques fondateurs du globalisme. Alors, la plupart de la troque européenne a dû passer au-dessus de le cap de l'Afrique du Sud, par exemple, pour faire la troque avec l'Extrême-Orient. Et dans cette époque... Parce que c'était bloqué par les Ottomans. Les Ottomans, par exemple. Et dans cette époque où il y avait déjà cette connaissance que la Terre était ronde, ils ont cru. Mais qu'est-ce qui se passerait si on va contourer le monde? Ok, donc ils contournaient l'Afrique. Ok, il n'y avait pas le canal de Suez à l'époque. Les Ottomans contrôlaient la route de la soie, n'est-ce pas? Donc les Européens, pour faire du marché sur les flots, du marché navigable, n'est-ce pas? Eh bien, devaient contourner la corne de l'Afrique, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ils voulaient trouver une nouvelle route. Donc, ils sont allés vers l'ouest. Et hop, ils ont trouvé un nouveau continent. On connaît l'histoire. Christophe Colomb est arrivé. Il a cru que la population qui habitait ces terres était des Indiens. Ouais. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Donc, après cela, des États se sont établis de droite et à gauche. Et de par là, on a un peu oublié l'objectif principal. Bien sûr, les États-Unis avaient été découverts, d'après plusieurs écrits, d'après plusieurs sources, par les Cananéens, les Phéniciens, par Leif Erikson, les Vikings, l'explorateur viking. Mais voilà, officiellement, ça a été découvert par Christophe Colomb. Et on a oublié un peu le but essentiel. L'objectif. On a été distrait pour quelques la raison centaines d'être. d'années. N'est-ce pas? On a été distrait pour quelques centaines d'années. Et maintenant, on commence à se rappeler de la base actuelle de l'expansion vers l'ouest, qui est le troc, avec l'Extrême-Orient. Donc, on sait très bien que l'empire anglo-saxon, l'empire britannique, l'empire où le soleil ne se couchait jamais, était basé sur le commerce comme Carthage. C'était pas comme Rome basé sur l'agriculture. Exactement. Et c'est un développement civilisationnel. L'enjeu avec les Britanniques, c'est car ils n'ont pas beaucoup de terres pour cultiver. Ce n'est pas un continent, c'est une île. Et alors, ça veut dire que on doit expansionner vers l'océan. C'est cette quotation, cette citation de Winston Churchill. Si on doit choisir entre le continent et la mer, on va choisir la mer. La mer. If we have to choose between the continent and the open sea, we shall always choose the open sea. Très, très intéressant. C'est une phrase qu'il a adressée à Woodrow Wilson. À Roosevelt. Teddy Roosevelt. Non, pas Franklin. Excusez-nous, on a confondu les époques. C'était Franklin Delano. Tout à fait. Roosevelt, pas Teddy. Et donc, de par là... Mais Teddy va revenir plus tard dans cet épisode. Complètement. Donc, de par là, on a les États-Unis qui, bien sûr, se sont formés et qui ont ensuite creusé le canal de Panama. OK? Donc, pourquoi c'est important, ce détroit?
avec cet étroit, les Américains ont acquis les moyens à traverser le continent, à faire le troc avec l'Extrême-Orient, encore une fois. De l'Extrême-Orient à l'Europe et en Amérique, n'est-ce pas? Donc la marchandise qui venait de Chine, des usines chinoises, et asiatiques de toutes sortes, passait par ce canal de Panama, n'est-ce pas, était taxée, donc ça faisait beaucoup d'argent. C'était bien sûr, c'est une route principale pour le développement du commerce international. Donc de par là, c'était hautement taxé, ok, et hautement et bien sûr massivement. Il y avait beaucoup de trafic. Et c'est vraiment une artère vitale pour le troc mondial, du système libéral international, bien sûr, n'est-ce pas? Et donc, nous avons d'autres exemples, comme le canal de Suez, bien sûr. Nous connaissons tous la crise qui a... dans les années 50. Bien sûr, qui a eu pour conséquence une intervention française et d'autres pays aussi, en Égypte, n'est-ce pas? Et ensuite, après la nationalisation du canal de Suez par Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte de l'époque, ou plutôt celui qui voulait être président d'une certaine nation arabe unie. Et donc, on sait combien le commerce est important pour le système libéral de nos jours. Nous avons Bab el-Mandab. On a vu depuis quelques mois que les Houthis qui sont un groupe au Yémen, ont attaqué des navires commerciaux et on a eu une intervention des forces spéciales américaines et britanniques dans cette partie du monde-là parce que le système libéral se base sur des échanges commerciaux. Donc, c'est-à-dire, nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Et selon les scolaires, selon les érudits, c'est ce mécanisme qui préserve le paix mondial. Tout à fait. Donc, parce que être interdépendant d'autres pays nous rend plus diplomatiques avec les autres, n'est-ce pas? C'est pas que nous sommes autonomes, nous n'avons pas besoin de vous, donc nous avons une certaine politique agressive. Non, nous devons être dans la coopération, non dans la confrontation, pour pouvoir vivre et survivre ensemble, n'est-ce pas? Donc, le commerce, bien sûr, est l'ère de la paix, n'est-ce pas? Et de la diplomatie. Donc, c'est pour cela qu'il est vital de préserver ces routes commerciales et pour l'économie mondiale. Donc, pour vous donner un exemple, il y a eu plusieurs exemples où le canal de Suez fut bloqué par des bateaux parce qu'il par des accidents, n'est-ce pas? Parce qu'il est trop restreint, il est trop petit, n'est-ce pas? Donc, cela a eu des causes et des conséquences sur l'économie mondiale. Donc, par exemple, quand les insurgés, les pirates Houthis, attaquent ces bateaux-là, ça a des conséquences sur l'économie mondiale, sur l'inflation, sur les prêts des banques, bien sûr, inflation, les prix, les supply chains, les prix des sécurités. Voilà, toutes les plateformes d'échanges économiques sont affectées par des pirates sur la péninsule arabique qui ont attaqué. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'effet papillon, mesdames et messieurs. Donc, Nikita, Donald Trump est en train de se retirer de la scène mondiale, mais en même temps de s'étendre dans l'hémisphère ouest. Totalement. Alors, tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la politique américaine? On doit faire référence à l'histoire ici, car comme j'ai déjà mentionné, le présent, c'est tout simplement une réverbération du passé. Alors, dans cette époque fondateur de la politique étrangère américaine, il y avait cette doctrine de James Monroe, qui était le président à l'époque, qui a décidé, en considérant l'esprit américain en étant comme une utopie basée sur celle de Thomas More. Prenons-nous par exemple le nom des villes américaines, New Haven. New Haven. Alors, l'Amérique, c'est basé sur c'est censé être un paradis. Un paradis, un lieu de refuge, même. Une terre promise. Terre promise. Par exemple, les juges qui ont exécuté le roi Charles Ier pendant la guerre civile anglaise, ils ont pris refuge dans New Haven. Alors, c'est cela la base de la politique étrangère américaine. La préservation de cette utopie, de ce paradis promis. Alors, il y avait cette intervention pour une période très bref dans le Méditerranée. Il y avait, encore une fois, des pirates qui étaient subsidisés par les Ottomans pour intercepter des navires américains. Et alors, il y avait la fondation d'une flotte américaine très petite, de 6 navires. Mais après cela, les Américains se sont retirés, inspirés par cet utopianisme qui a son expression politique avec le Monroe Doctrine. Donc, ils sont devenus isolationnistes. Isolationnisme. Bien sûr. Il faut qu'on oublie les politiques de la monde antique
il faut embrasser la politique de le Nouveau Monde. Très bien, ça fait référence à Fukuyama à la fin de l'histoire. Mhm. Donc on ne veut plus faire partie de ces conflits européens, on veut se renfermer sur nous-mêmes, on veut se concentrer sur nous-mêmes, et on veut être autonome et indépendant, et on a les ressources pour, n'est-ce pas? Et bien sûr, à l'époque, ils avaient plus, nous pourrions dire, l'expansion vers l'ouest, manifest destiny, n'est-ce pas? Donc ils étaient plus occupés à s'étendre vers l'ouest que d'intervenir dans les affaires européennes. D'ailleurs, ils n'avaient pas les capacités pour intervenir au sein des affaires européennes. Mais, guerre civile américaine, centralisation du pouvoir, gouvernement fédéral qui est de plus en plus fort, création du FBI par le neveu de Napoléon Bonaparte. Donc il y a de plus en plus de la centralisation. Exactement. Très bien. Donc la politique américaine a complètement changé avec le temps, n'est-ce pas? Et c'était quand le moment... Par nécessité. Par nécessité. C'était quand le moment clé? C'était la fin de la Première Guerre mondiale avec bien. la doctrine de Wilson. Ok. Les 14 points. Donc, si je comprends bien, Wilson est intervenu dans la politique Européen. européenne pour Encore la une fois, première par fois, nécessité. par nécessité, à la demande Des Européens. À la demande des Européens, ok. Donc, ils sont arrivés en Europe et ils ont commencé, bien sûr, après la Première Guerre mondiale. Il y a tout un livre par rapport à ça, n'est-ce pas? Il y a toute une vidéo. Mais... Il y a toute une vidéo. Ah, c'est Wow. vrai, sur le Vendredi Salon, il y a une vidéo sur John Maynard Keynes, sur le traité de Versailles, très intéressant. Les conséquences économiques de la paix. Deux jeunes hommes à la fleur de leur âge nous expliquent tout ça. Très joli, très gentil, très mignon, très charmant. Je vous conseille de le regarder, de vous abonner, de liker, de nous apporter votre support par le lien dans la description, bien sûr, mesdames et messieurs. Donc, alors, c'est dans ce vidéo qu'on discute en détail, comme le livre, comme c'est dans le titre du livre, les conséquences économiques de la paix et les conditions après la Première Guerre mondiale. Très bien. Et dans cet livre de John Maynard Keynes, il y a ce profil de Woodrow Wilson. Dans ce livre, il a le profil d'un demi-dieu. On pourrait même dire cela. Un messie. Un messie, un prophète. Un prophète. Quelqu'un qui venait de l'hémisphère occidental en apportant des idées morales, chrétiennes, idéalistes, progressives. Bien sûr, comme on l'a vu dans notre vidéo, que, encore une fois, on vous conseille de regarder, Wilson avait une certaine éducation nous pourrions dire, théologique plus qu'autre chose. Il était plus dans la morale que dans la politique. Dans la géostratégie, dans la politique, dans le réalisme, n'est-ce pas? Donc il a apporté une certaine moralité à la politique européenne, dont ils avaient besoin. Parce que la France et l'Allemagne allaient se taper dessus jusqu'à la fin des temps, sinon, n'est-ce pas? Donc il a créé une certaine interdépendance qui existait déjà entre les Européens économiquement. Et ça On a vu cela avec l'Union européenne. L'Union européenne, bien sûr, qui s'est développée de plus en plus avec le temps. Et on a vu ensuite, donc pour la première fois, les 14 points de Wilson. C'était, on pourrait dire, son testament politique pour le futur des États-Unis. Oui, les États-Unis doivent s'impliquer plus dans la politique européenne et de par cela mondiale. Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, les Européens c'était des empires, n'est-ce pas? Ça a affecté le monde. Et ensuite, quel est l'autre tournant? C'était la Deuxième Guerre mondiale. Okay. C'est un pattern avec la politique étrangère américaine. Car il y a toujours des périodes d'isolation. Mais s'il y a de grands chamboulements dans le monde, c'est dans ces moments que les Américains reviennent pour s'exprimer dans la scène mondiale. Et on a vu cela après la Deuxième Guerre mondiale avec le Marshall Plan. Ok, le plan Marshall. Donc le plan Marshall était une façon pour les Américains, grâce à leurs agents britanniques sur le continent, de prêter de l'argent aux Européens pour reconstruire l'Europe détruite, ce qui a ouvert, bien sûr, des opportunités financières, commerciales et tout un nouveau marché pour les... Culturel, même en fait. Culturel, industriel, commercial, pour l'économie américaine, ce qui était très positif. Les Européens se sont devenus encore plus consuméristes, je dirais. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu cette culture de la consommation qu'on ne trouvait à l'époque qu'en Amérique, de par les vastes ressources dont elle disposait. Très intéressant. Et on va discuter cela dans une prochaine vidéo sur Alexis de Tocqueville. Bien sûr, sur la démocratie en Amérique, bien sûr, qui sera très intéressante. Et de par cela, on peut voir que le plan Marshall a donné au monde une nouvelle ère où les Européens, continentaux, pour s'affirmer sur la scène politique, devaient être en accord ou plutôt avoir des relations
de compréhension amicale et je dirais même d'une certaine façon culturelle avec les Américains. De par là, par exemple, la plupart des présidents français ont suivi un programme qui s'appelle Young Leaders. Young Global Leaders, qui est un programme financé par le gouvernement américain pour un peu, si vous voulez, faire voir du pays aux Européens pour leur faire comprendre, regardez, nous sommes un grand pays, nous avons des capacités, nous avons des capacités, nous sommes... L'Empire. Voilà. C'est un peu Arminius qui va visiter Rome, n'est-ce pas? Et donc c'est très intéressant, mesdames et messieurs, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer avec l'élection de Donald Trump, du président élu Donald Trump, n'est-ce pas? Pourquoi? On a vu qu'avec les affaires européennes, que Donald Trump est en train de se retirer. Ouais. Mais on a vu que alors, c'est le cas avec l'hémisphère Est. Mais avec l'hémisphère occidental, on a vu qu'il est en train de expansionner. Alors c'est intéressant, car ce retrait de l'hémisphère Est a l'essence de la doctrine Monroe, the Monroe Doctrine. Ouais. Mais cette expansion... Pardon, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il est en train d'être isolationniste, avec son retrait de l'Afghanistan. D'un côté. Bien sûr, avec son retrait de l'Est. Très bien. Mais on a vu, par contre, une expansion dans son propre hémisphère, Dans l'Ouest, qui est un rappel à le Roosevelt Corollary. Ok, Roosevelt Corollary. Alors, tu peux nous expliquer maintenant, un on fait référence à Teddy Roosevelt, pas Franklin Delano peu? Roosevelt. Okay. C'est quoi la Roosevelt Corollary? Corollary. Alors, nous sommes dans l'époque de Manifest Destiny. Cette idée, on pourrait même dire idéologie américaine, un mythe. C'est un des mythes américains que le continent appartient aux Américains, car c'était un gâteau de Dieu. C'était Dieu donné pour dominer le continent. L'expansion vers l'Ouest, mais ça veut dire aussi la maîtrise de la géographie dans cet hémisphère. Et même, on pourrait dire en anglais, protecting your backyard. Très bien, protéger son jardin. Protéger le jardin. Bien sûr, protéger ses arrières, n'est-ce pas? Donc on peut comprendre que les États-Unis sont en retrait dans l'hémisphère Est, n'est-ce pas? De par les troupes, de par leurs implications, de par... Bien sûr, on a vu comment Trump a parlé avec le secrétaire général de l'OTAN il y a quelques années, n'est-ce pas? Il a dit oui, il faut mettre plus d'argent, on ne va pas vous financer. Et puis on a vu comment aussi Trump a expliqué au gouvernement canadien que, écoutez, nous on vous fait un service, on vous ouvre notre marché pour l'exportation de voitures, de lait. On n'en a pas vraiment besoin, mais on le fait parce que voilà, on a été habitué à le faire. Mais écoutez, nous on est autonome, on peut se suffire. On n'a pas besoin de ces implications et je dirais, de ces partenariats avec vous. On le fait parce que ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, d'une certaine façon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Arctique est en train de jouer un très grand rôle dans sa politique étrangère de nos jours. Pourquoi? Alors, depuis cette époque d'expansion, exploration vers le nouveau continent, il y avait toujours cette idée mythique d'un passage de nord-ouest. Donc, on l'oublie, mais le but, c'était de trouver un passage vers l'Orient. Bien sûr, à l'époque, on ne savait pas que c'était le Pacifique. Il n'y avait pas de Pacifique et d'Atlantique, c'était juste l'Atlantique, et puis il y avait l'Inde. N'est-ce pas? Donc, le but, c'était de trouver un passage de l'Extrême-Orient à l'Europe. Exactement. Hein. On a vu cela avec même Jacques Cartier, qui était cet explorateur français canadien, qui, quand il traversait la fleuve Saint-Laurent, il est arrivé à des rapides et il les a appelés les rapides de la Chine, car il a cru que, au moment qu'il passerait ces rapides, il trouverait la Chine. On a lu ça dans son livre sur les voyages au Canada. Okay. Alors, c'était ça le but avec l'expansion, les voyages transatlantiques. La découverte d'un voyage, d'un passage vers l'Orient pour faire troc avec l'Inde et la Chine. Très bien. Et on a oublié cela. Mais il y avait toujours cette idée mythique d'un passage nord-ouest. Mais le défi avec cette mythe, c'était que pour la plupart de l'histoire de l'exploration, il a été couvert avec la glace. Alors c'était impossible à traverser. Très intéressant. Mais maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer au nord? On peut impliquer le réchauffement mondial. Et à cause de cela, la glace est en train de fondre. Très intéressant. Donc, si la glace est en train de fondre au nord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce passage mythique n'est pas encore un mythe. C'est la réalité. Il n'est pas gelé. Donc, avec un brise-glace, on a vu que le Canada a proposé aux États-Unis d'avoir plusieurs partenariats pour l'accès à des brise-glaces, pour pouvoir développer
ce passage du Nord, que le Parlement canadien, depuis quelque temps, a renommé le passage du Nord canadien. N'est-ce pas, pour réaffirmer sa souveraineté sur ce passage qui jouera un rôle primordial. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce passage jouera un rôle primordial? On vous a dit que, avec le passage du Panama, n'est-ce pas, les États-Unis taxaient la route la plus dense du commerce international mondial. N'est-ce pas? Mais ce nouveau passage serait encore plus dense que celle de Paname. Pourquoi? Ce passage a la capacité de réduire les voyages comme entre 40 et 20%. Ça veut dire que l'essence coûterait moins cher. Ça veut dire que les voyages seront moins longs, plus courts. Ça veut dire qu'on peut même embarquer plus de marchandises sur nos bateaux. Très intéressant. Donc, en fait, si je comprends bien, donc, il est plus facile et il est moins coûteux. On va penser comme de purs capitalistes. Il est moins coûteux d'envoyer les marchandises qui vont de l'extrême-orient vers l'Europe et même vers la côte est des États-Unis. De l'Amérique, ouais. Par le passage du Nord, n'est-ce pas? Donc cela va baisser le trafic au passage du Panama d'à peu près, d'après le Centre d'études stratégiques du Vendredi Salon, de 40 à 20%. N'est-ce pas? Très bien. Donc on comprend mieux pourquoi les États-Unis ont intérêt à ce que ces eaux internationaux, bon bien, c'est comme ça qu'ils veulent les appeler, ils veulent internationaliser, si vous voulez, ce passage-là. Mais c'est comme j'ai dit dans l'épisode anglais, que c'était une déception jolie. C'est une belle déception. C'était une belle déception. Très intéressant. Donc, on a vu cela déjà avec la question nucléaire. Bien sûr, en France, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand les Allemands vont chez les Français et leur disent « vous avez l'arme nucléaire, c'est joli tout ça. Venez qu'on fasse en sorte que cette bombe nucléaire soit européenne, pas juste française, n'est-ce pas ?» C'est un peu un cheval de Troie, c'est un peu... Voilà, c'est ton jouet, elle est belle ta montre. Viens, on fait en sorte que cette montre soit la montre du salon. Pas juste ta montre, comme ça, voilà. N'est-ce pas? Donc, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on voit que les États-Unis font à peu près la même chose. Bien sûr, on n'est pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal. Ça pourrait être bien, ça pourrait être mal. Là n'est pas la question. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Froidement, sans prendre de côté. N'est-ce pas? Donc, maintenant, la souveraineté... La question de souveraineté. La question de souveraineté de ces zones-là ne sont pas contestées. Non. Ni par les États-Unis, ni par personne. C'est bien compris que cela appartient au Canada. Bien sûr, tout le monde comprend que c'est au Canada. Mais le problème, c'est le passage. Ou le contrôle de passage. Le contrôle de quels navires ont raison et ont permission de traverser ce passage. Très bien, parce que cela pourrait soulever plusieurs questions géostratégiques et politiques, n'est-ce pas, sur la scène internationale et surtout dans le monde commercial, n'est-ce pas? Car c'est une nouvelle époque pour le commerce global. Ça veut dire que nous serons en train d'établir de nouveaux précédents pour ce qui va se passer dans le monde. Donc, si j'ai bien compris, si le Canada a le droit de contrôler ce passage qui est vital pour le bon fonctionnement du commerce international. Donc, il y aura un précédent. On sait tous que le common law, c'est un système de loi anglo-saxon. N'est-ce pas? La loi anglo-saxonne, c'est basé sur le common law, est basée sur les précédents. Donc, en fait, quand il y a un précédent, donc on a une certaine légitimité à asseoir une question sur la table des négociations. C'est-à-dire que si le Canada va pouvoir contrôler ce passage, des pays comme Djibouti vont asseoir leur légitimité pour contrôle, par exemple, Bab el-Mandeb. Djibouti est un pays sur la corne de l'Afrique, au nord-est de l'Afrique, où il y a le plus de bases militaires occidentales au monde. Pourquoi? Parce que c'est une location stratégique. Voilà, c'est stratégique. Il y a Bab el-Mandeb, qui est un passage vital pour le commerce international. Et on a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois avec l'intervention les pirates yéménites des Houthis qui sont intervenus pour bloquer les routes du commerce international. Dont nous pouvons comprendre que c'est vital et que, si vous voulez, les Américains veulent que ces passages-là soient non nationalisés, mais internationalisés.
pour pouvoir préserver un certain type de contrôle par rapport au bon déroulement du commerce international. Alors, la véritable concern avec les Américains, quand il s'agit à cette question du passage nord-ouest, c'est l'établissement d'un précédent pour le reste de leur expansion pendant ce siècle. Ok. Car il y aurait toujours des autres questions quand il s'agit aux étroits, au passage, au canal. Et c'est l'établissement d'un précédent. Car s'ils ne s'est pas au moins essayé, s'ils ne font pas au moins un essai pour asserter, Non, pour imposer. pour imposer leur souveraineté, ou pas souveraineté, mais leur présence dans ces étroits, cela va résoudre des complications plus tard. Très intéressant. Très intéressant. Donc, on peut comprendre que le passage nord-ouest du Canada jouera un rôle géostratégique, politique, commercial sur la scène internationale prépondérant. C'est-à-dire, sous un point de vue commercial, on a expliqué que c'est une route Clé. clé, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, d'un point de vue militaire, nous savons très bien que cette zone-là est géostratégiquement Essentiel. fondamentale, n'est-ce pas? Avoir des sous-marins nucléaires dans cette partie du monde, Serait vraiment stratégique. avoir une certaine légitimité Mhm. dans cette partie du monde, eh bien, contrôler la route commerciale et surtout les ressources naturelles. On sait qu'elles regorgent de ressources, n'est-ce pas, ces zones-là? Et donc, de par là, on comprend mieux l'intérêt du président américain, du président élu américain pour l'instant, de négocier un accord par rapport à ce canal, à ce passage. Et même de racheter, il l'a même dit, de racheter le canal du Panama. N'est-ce C'est un pas? retour à cette doctrine rooseveltienne. Très bien. Et- Comment tu l'appelles? Corollary? The Roosevelt Corollary. Corollary. Ok, donc c'est imposer une présence plus dans l'hémisphère ouest. Et il y a encore un autre détail vraiment intéressant. Ouais. Je l'ai oublié pendant l'épisode anglais. Mais Roosevelt a son visage sur le Mount Rushmore. Tout à fait. Exactement. Et le Mount Rushmore, on sait qu'est-ce que c'est que le Donc, Mount Rushmore. voilà, donc Mais- c'est bien sûr, c'est cette chaîne de montagne où il y a le visage des présidents. n'est-ce Mais pas? les présidents spécifiquement qui a été vraiment impliqués avec l'expansion de l'Empire américain, ou avec le cas d'Abraham Lincoln, la préservation de l'Empire américain. Très bien. Et Trump est toujours exprimé son désir d'avoir son visage sur le Mount Rushmore. Et pour faire cela, pour avoir son visage à côté de Teddy Roosevelt, il est en train d'émuler Teddy Roosevelt. J'aime beaucoup cette analyse. J'aime beaucoup cette C'est pour analyse. cette raison qu'il est en train d'expansionner. Et alors, on pourrait dire fondamentalement qu'il y a une question de ego. Il y a une question de fierté personnelle. Ok, très intéressant. Ok, donc on comprend mieux maintenant ce qui se passe, n'est-ce pas? On comprend mieux c'est quoi les intérêts de chaque pays, De chaque personnalité. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et de par là, c'est bien de prendre un peu d'altitude au-delà de l'idéologie, au-delà des conflits, et d'essayer de comprendre froidement ce qui se passe, et de voir les choses comme elles sont, n'est-ce pas? It is what it is, n'est-ce pas? Voilà. You gotta Et- thug it out. Et moi, de par là, je pourrais vraiment dire que vos plaisirs sont nos désirs, Et vos espoirs. sont nos devoirs. Donc, de par là, je dirais, voilà, mon ami. Et voilà. C'était magnifique. Ouais, c'était très bien. C'était très beau. Voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà, même ici, mes années c'est fini. C'est mes rêves, c'est mon cri. Mais voilà, tant pis.